Bonjour à toutes et à tous, rebonjour, on va vous dire bonjour toute la journée en fait. On est sur un plateau Argentine-Brésil et on est très ravis d'accueillir ces deux pays en dehors d'une compétition de football. Euh, Très intéressante aussi par ailleurs en général. Je suis avec Anne qui va peut-être parler si Jefferson Tenorio arrive. Sinon, tu en diras quelques mots sur le livre. Je te propose de faire ça. Et puis Selva Almada qui est à droite. Bienvenue Selva. Et puis avec nous Claudine Rimatei que je suis très content de retrouver parce qu'on se voit depuis des années ensemble et qui va faire l'interprète. Alors on est avec cette rencontre autour d'un croisement donc Argentine-Brésil. Voilà, il est arrivé, donc c'est très très bien. On va pouvoir faire ce croisement. Mais je vais commencer, du coup, quand même, le temps qui s'installe avec Salamada. Et puis, ce livre-ci, paru aux éditions Métellier, tous les livres sont parus chez Métellier, tous les livres sont traduits par Laura Alcoba, que vous connaissez comme autrice, très bonne autrice, qui est publiée chez Gallimard en particulier. Ce n'est pas un fleuve, et on va peut-être dire un petit mot aussi des Jeunes mortes, parce que le livre est réédité. Alors, Selva, vous êtes né en Argentine, dans la province d'Entre Ríos, au nord de Buenos Aires. Vous avez suivi des études de littérature à Paraná avant de vous installer à Buenos Aires, où vous animez des ateliers d'écriture aujourd'hui, mais vous êtes autrice. Vos premiers textes sont parus dans l'hebdomadaire Analysis à Paraná. Vous avez dirigé un autre magazine, Kaelum Blue, c'est un mélange entre du latin et de l'anglais, ça veut dire ciel bleu. On pourrait interpréter ça comme ça, je crois. Et puis vous sortez un premier recueil de poèmes en 2003. Le premier roman, c'est Après l'orage, qui a reçu d'emblée un accueil critique et public important, qui est publié donc dans la traduction française chez Métayer. Il y en a eu 4 autres, Sous la grande roue, Les jeunes mortes, dont j'ai dit un petit mot et on va en reparler. Et puis ce dernier, Ce n'est pas un fleuve. Alors, le roman démarre, Ce n'est pas un fleuve, avec une scène de pêche. Trois hommes sont, pas dans un bateau, enfin un peu quand même, sur une île, en train de pêcher avec un revolver, une raie géante. Qu'il tue trois coups de revolver. Trois coups de revolver, c'est 2 de trop, leur disent un petit peu plus tard un des habitants de l'île. Ces 3 hommes, il y en a 2 qui sont âgés, Enero et Negro, qui ont la cinquantaine, et puis un plus jeune, Thilo, qu'ils prennent en quelque sorte sur leur aile. Alors, on est dans ce monde, ça pourrait démarrer un peu comme le film Délivrance. On a un peu cette atmosphère-là au début du livre. On se dit, voilà, ça va être une scène comme ça, avec des gens qui arrivent sur un endroit qui n'est pas le leur, et puis les habitants de ce lieu les rejettent et vont peut-être être très violents avec eux. Mais la violence, elle va venir d'ailleurs, Selva. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce sont des images du passé, des souvenirs, et en particulier la vision d'un noyé qui va réveiller la violence. Est-ce que cette histoire de violence qui se réveille non pas là où on l'attendait, à travers la confrontation d'habitants, mais à travers sa propre mémoire, son propre souvenir, c'est quelque chose qui était moteur pour l'écriture du livre? Bonjour, merci. Em, sí, sí, creo que la violencia en la novela no es algo que, bueno, sí, sí está en primer plano porque la novela empieza con una escena muy violenta que es la, la muerte o la pesca bastante sangrienta de esta raya gigante.
pero después está, corre como si fuera una corriente subterránea. Y bueno, y ahí nos vamos a dar cuenta, a medida que transcurra la historia, de que es una violencia que viene de hace muchos años y revive en ese presente. Alors effectivement, on retrouve la violence dans ce roman. La violence est au premier plan. Effectivement, la première scène est très violente. Elle commence avec la mort très sanglante de cette raie géante. Et après, cette violence se dissout un peu et on la retrouve dans tout le roman comme si c'était un courant souterrain jusqu'à retrouver la genèse de l'histoire et d'où vient cette violence. Alors c'est un monde d'hommes. Au départ, on se dit c'est vraiment de là que surgit la violence. Et peu à peu, quand même, Selva, vous introduisez des images de femmes, Mariella et Lucie, deux sœurs très libres, et puis surtout leur mère, Xiomara. Donc comment ces figures féminines viennent à un moment tempérer ou au contraire exacerber la violence? Sí, los personajes de las dos hermanas están inspirados en un relato popular de la zona donde transcurre la novela, que es un relato de fantasmas, una mujer que está muerta y vuelve a la manera de un fantasma a conquistar hombres en los bailes de campo, y después lleva a estos hombres al bosque y los mata. Y los personajes de las chicas recuperan un poco ese personaje mitológico. Alors en fait, les personnages des deux sœurs qui apparaissent dans le livre sont inspirés d'un mythe très populaire en Argentine et surtout dans la région dont je viens. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est morte et qui revient en tant que fantôme hanter les bals populaires où se retrouvent les jeunes. Elle séduit des beaux jeunes gens et puis les emmène dans la forêt où elle les tue. Pero en la novela estos dos personajes un poco vienen a calmar las aguas, porque son quienes ayudan a escapar a estos tres hombres de la primera escena. En cambio, creo que sí, como ese sentimiento de violencia está puesto en la madre, que no acepta la muerte de sus hijas y entonces prende fuego todo lo que encuentra. Effectivement, ces deux personnages, à l'origine, étaient faits pour calmer un peu les eaux, pour rester dans la métaphore, mais elles aident aussi les trois hommes à s'échapper surtout de la violence de la mère qui n'accepte pas absolument la mort de ses deux filles et qui, pour se venger, met le feu à tout ce qu'elle trouve. Alors, moi, je me suis dit, mais elle spoil le livre, hein, puisqu'on ne sait pas de suite, nous, lecteurs français, que ce sont des fantômes. On le découvre au fur et à mesure, mais apparemment, comme parmi les lecteurs et les lectrices en Argentine, tout le monde connaît cette histoire, bah, on va imaginer qu'on la connaît aussi. Et effectivement, ça trouble, parce qu'on est d'un seul coup entre un monde hyper réaliste, hein, avec beaucoup de scènes très dures, et puis ce monde un peu magique. Et je trouve que le fleuve représente bien ce mélange d'univers, à la fois très réel, dangereux, et en même temps fluide, magique, un peu mystérieux. Et c'est peut-être pour ça que vous avez imaginé construire votre livre autour du fleuve. Sí, me parecía que la isla era un espacio que permitía esa convivencia entre el plano de la vida, el plano de la muerte, las apariciones, los fantasmas, las ánimas, ¿no? Como esto que tiene la isla, que es ambigua, ¿no? Es un territorio ambiguo porque es la tierra, pero rodeada de agua, y me parecía que era un escenario ideal para una historia de ensueño como es esta, ¿no? Donde
nunca sabemos bien si los personajes, cuando están vivos, cuando están muertos, y para darse este diálogo que yo quería que apareciera en la novela entre los vivos y los muertos. Alors effectivement, si j'ai choisi le scénario du Nil, c'est parce qu'elle me permettait effectivement de faire une cohabitation entre le monde un peu magique et le monde vraiment réaliste. L'île est un territoire très ambigu, c'est de la terre, mais quand même entouré d'eau. Et j'ai pensé que ça reflétait très bien ce que je voulais rendre dans ce livre, c'est-à-dire l'ambivalence entre les gens. On ne sait pas s'ils sont vivants, on ne sait pas s'ils sont morts, mais ce qui m'intéressait, c'était la relation justement entre les vivants et les morts. En plus, cette région, c'est un mélange entre la rivière, le fleuve et la mer, hein. C'est aussi la mer qui rentre dans le fleuve. On n'est pas trop sûr parfois d'être sur un fleuve ou sur un courant marin. L'île est une île fluviale, mais en même temps, on pourrait être en haute mer. Donc, c'est vraiment géographiquement très, très important. Alors, bon, on pourrait parler des heures, hein, de ce livre, bien qu'il soit très court, parce qu'il est vraiment très dense. Juste une petite question encore par rapport au personnage d'Aguirre et de sa sœur. Donc, à un moment, Aguirre dit quand je serai mort, il n'y aura plus d'Aguirre dans ce village, autant dire au monde. Et on a l'impression que la fin d'une famille, la fin d'une amitié, la fin d'une vie, c'est aussi la fin du monde, en quelque sorte. C'est quelque chose de très métaphorique, là encore. Sí, sí, pues, está bien esa lectura. Hay un autor argentino que se llama Haroldo Conti, que tiene un cuento que es muy hermoso. El cuento se llama La balada del álamo Carolina. Y en un momento, bueno, es como el árbol contando su vida. Y en un momento dice, un día de un viejo árbol es un día del mundo, ¿no? Entonces, sí, creo que en esta novela en particular los personajes viven de esa manera, como, pero no en un plano egocéntrico, ¿no? No como, bueno, yo muero y se termina el mundo para todos, sino como, bueno, como quizá con un sentimiento más trágico, ¿no? Como termina una amistad y es como el fin de una vida, muere un amigo y muero yo con él. Alors effectivement, je voulais reprendre la métaphore d'un auteur argentin exceptionnel qui s'appelle Arnoldo Conti et qui a écrit un conte merveilleux qui s'appelle La balade de Carolina. Et l'histoire, c'est un arbre qui raconte sa vie. Et à la fin, le poète nous dit les jours d'un vieil arbre, un jour d'un vieil arbre est un jour du monde. Et c'est exactement ce que ressentent mes personnages, mais pas du tout dans le sens égocentrique, en se disant, bon, si je meurs, après moi, il n'y a plus rien. Mais c'est un peu comme on considère, par exemple, si on perd un ami, on se dit, bon, bah, pour nous, c'est la fin du monde. C'est comme un deuil, c'est comme la fin d'une amitié aussi. Et c'est dans ce sens-là que mes personnages disent, après moi, quand je serai mort, il n'y aura plus rien, parce que dans le village, il ne sera plus là. Et c'est aussi une histoire de la fin d'une amitié. Ce n'est pas un fleuve, c'est un magnifique livre très court mais très dense, hypnotique un petit peu. Juste un tout petit mot sur les jeunes mortes, je ne vais pas poser de questions, mais dire que Métayer réédite dans une version de poche, dans la collection Suite, ce livre qui est sorti il y a quelques années déjà, Les jeunes mortes, mais c'est hélas tout à fait d'actualité puisque c'est une enquête menée par la narratrice, qui est vous, probablement, directement, de faits divers, 3 jeunes femmes qui ont été assassinées dans les années 80. Et on essaie de retrouver les origines de ces meurtres extrêmement violents aussi, dans l'indifférence d'une société qui, finalement, considère que... voilà,
la mort d'une femme, c'est pas si important. Donc les féminicides, c'est vraiment au cœur de ce livre-là, et je pense que la réédition en poche, elle était nécessaire. Merci beaucoup, Selva. On va passer la parole et la balle au Brésil avec toi, Anne. Bonjour, Jefferson Tenorio. Bonjour. Vous êtes auteur. J'ai aussi lu que vous étiez enseignant, jusqu'à il y a encore très peu de temps. L'envers de la peau est votre 3e roman. Il a été publié aux éditions Mémoire d'Encrier en 2025, cette année. Et il a reçu en 2021 le prix prestigieux Jabuti, qui est un prix de littérature au Brésil. L'histoire de ce roman est particulière parce qu'il a subi la censure, mais paradoxalement, il a aussi intégré la sélection de livres de l'éducation, du ministère de l'Éducation. Et je pense savoir pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai entre les mains un livre d'une rare puissance. Il y a des livres qui nous touchent et celui-ci nous pulvérise. Donc, dans l'envers de la peau, il est question d'un homme noir, professeur de français, qui se fait abattre par la police. Il s'agit d'une bavure policière. Et son fils revient sur la vie de son père par flashback. On aurait tendance à croire que c'est un livre sur le racisme. En fait, le racisme ou la question raciale sert de fil conducteur, mais la vraie question pour vous, Jefferson Tenorio, c'est la subjectivité d'un homme noir. C'est la subjectivité de chaque individu et des relations humaines. Et vous montrez comment le racisme et la vulnérabilité impactent la vie affective des êtres. Bom dia. O Avesso da Pele é livro, antes de tudo, sobre a história de luto, sobre a superação da ausência paterna e o estabelecimento de uma nova relação com essa vida que se foi. Então, é professor que é assassinado após dar uma aula sobre Dostoïevski numa escola pública. Oui, bonjour, merci. Écoutez, effectivement, ce livre est avant tout l'histoire d'un deuil et l'histoire de l'absence paternelle. Et il décrit également la relation qui se crée avec l'être absent. Et c'est une nouvelle relation. Il s'agit d'un homme, d'un professeur de français, de littérature qui vient de donner un cours sur Dostoïevski. O livro tem sofrido tentativas de censura desde a sua publicação. E em 2024, o livro foi retirado de 3 escolas no Brasil com a alegação ou com o argumento de que era livro pornográfico, livro violento e, portanto, não poderia ser lido nas escolas. En ce qui concerne la censure qu'a subi ce livre, il a effectivement été censuré. En 2024, il a été retiré de 3 écoles sous prétexte qu'il était pornographique et violent. Et que donc les enfants ne pouvaient pas lire cela. Oui, alors je vais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à Dostoïevski. Donc, vous abordez la question de l'enseignement. Enrique est un professeur de littérature désabusée en fin de carrière et qui, à travers la voix de Pedro, son fils, nous montre les défaillances du système éducatif au Brésil. Et cette très belle scène, justement, avec Dostoïevski, je pense, mérite d'être racontée. Le professeur s'adresse à ses élèves qui ne semblent pas vraiment intéressés par le cours et qui discutent justement de ce qui se passe dans le quartier, des violences, des histoires de meurtres. Et pour capter leur attention, le professeur, donc Enrique, leur dit
vous savez, je connais quelqu'un qui a tué quelqu'un. Je connais quelqu'un qui a tué quelqu'un. Alors là, tout de suite, tout le monde s'arrête, tous les élèves se mettent à regarder le professeur. Et justement, pour capter leur attention, il commence à leur raconter l'histoire du protagoniste de Crime et Châtiment. É preciso dizer primeiro que eu não fiz essa aula de verdade. Eu não faria essa aula se fosse professor de littérature no Brasil. Oui, je voulais juste dire que je ne ferai pas cela en tant que professeur de littérature. Hein, c'est dans mon roman. Portanto, é uma ficção e inventei uma história cujo o professor tenta capturar a atenção dos alunos pela literatura. Justement, c'est une fiction où je décris comment un professeur de littérature un peu désespéré essaye de capter l'attention de ses élèves par tous les moyens. No livro funcionou, ele conseguiu fazer com que os alunos lessem o Crime e Castigo e que começassem a gostar de literatura. E o argumento que se utiliza para a censura é que o livro é violento. Mas eu prefiro pensar que a literatura não é violenta. A vida é que é violenta, às vezes. Et en fait, dans le livre, toujours, le professeur gagne son pari et réussit à ce que ses élèves s'intéressent enfin à la littérature, s'intéressent au livre qu'il a décrit et qu'ils le lisent. Et donc, c'est une réussite. Et en ce qui concerne les accusations selon lesquelles mon roman serait violent, je répondrais que la littérature n'est pas violente. Ce qui est violent, c'est la vie. C'est ce qui se passe dans la vie réelle. Enrique découvre la littérature et s'éveille à sa conscience noire par l'intermédiaire d'un personnage qui est secondaire, un professeur de littérature. Est-ce que ce professeur a été inspiré par votre propre vie? Sim, eu tive alguns professores importantes na minha vida. Portanto, O Avesso da Pele é, antes de tudo, uma grande homenagem aos professores et também à éducation. Effectivement, j'ai eu des professeurs très importants dans ma vie et l'envers de la peau est un peu un hommage à l'enseignement. Et justement, j'aimerais rebondir sur ce titre qui est très beau, dans lequel vous évoquez effectivement la peau. Donc, on sous-entend la peau noire, mais ce qui importe, c'est ce qui échappe au regard, donc ce qui échappe à la peau. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce titre, s'il vous plaît? Sim, eu gostei muito da edição francesa, porque a capa é diferente da edição brasileira. Há passeio entre o filho e o pai. Oui, effectivement, et j'aime beaucoup d'ailleurs la couverture de l'édition française qui est différente de l'édition brésilienne, car il s'agit d'un père qui se promène à vélo avec son fils. Então, é livro sobre a relação entre pais e filhos, uma relação subjetiva, amorosa, afetiva, em que o pai tenta contar ao filho sobre os perigos do racismo. Et c'est donc l'histoire d'une relation entre un fils et son père, ou donc une histoire d'amour entre ces deux personnages, une histoire d'affection, et c'est aussi l'histoire où un père essaye d'expliquer à son fils quels sont les dangers du racisme. Portanto, como ter uma conversa tão difícil com o seu filho sobre uma questão violenta como o racismo. O modo como o Henrique conversa com o filho é justamente pedindo para que ele preserve o seu avesso, os seus sentimentos, o seu afeto, porque é isso que o torna uma pessoa humana. Et
comment aborder cette délicate question du racisme avec son propre fils et avec un jeune, un enfant. Et en fait, c'est pour cela que le livre s'appelle L'envers de la peau, car le père montre à l'enfant, insiste auprès de son enfant sur ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas sur la peau, ce qui est de l'autre côté de la peau, c'est-à-dire la beauté de l'être humain, ses sentiments et son humanité, en fin de compte. Et justement, pour parler de la question de l'affection, j'ai l'impression qu'il est souvent attendu des écrivains et des écrivaines noirs qui parlent de résistance, de dénonciation, de résilience. Or, l'amour affleure à chaque page de votre roman. Pensez-vous que parler d'amour soit un acte de résistance? A escolha de falar sobre o afeto é política, porque há processo de desumanização das pessoas negras, e nesse processo de desumanização é preciso também recuperar os sentimentos que foram retirados durante a diáspora negra. Oui, effectivement, le fait de parler de sentiments est un acte politique. Car quand on est noir, on sait que les personnes noires ont été victimes de déshumanisation par les Blancs qui les ont opprimés. Et par conséquent, il s'agit là de tout un travail de récupération de son humanité, et ce que je décris dans ce livre. A desumanização a que me refiro significa, o que eu tenho dito, uma espécie de mutilação identitária em que é retirada a humanidade e no seu lugar é colocada uma cor. E a partir desse momento, tudo é reduzido à cor da pele. Et quand je parle de déshumanisation, je fais allusion à ce que j'appelle la mutilation identitaire. De quoi s'agit-il? Eh bien, on retire l'humanité d'un être et à la place de son humanité, on lui colle sa peau. On ne se concentre que sur sa peau et sur la couleur de sa peau. Et donc, par l'affect, par les sentiments, par l'amour, en fait, je prétends récupérer cette humanité qui est en soi et oublier, oui, arrêter cette fixation sur la peau et sur la couleur de la peau. Je te laisse conclure, Anne. Je vous remercie beaucoup, Jefferson Tenorio, pour ce roman particulièrement percutant. Oui, c'est une très belle manière de conclure cette rencontre, cette réflexion sur la déshumanisation. Et ça fait un beau lien, je trouve, avec le livre de Selva. Donc je vous invite évidemment à aller voir ces ouvrages dont on peut rappeler les titres, peut-être, Anne, oui. Pour toi. Pour Jefferson Tenorio, il s'agit de L'envers de la peau, paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Et merci Elisabeth Parello pour la traduction. Et puis pour Selva Almada, c'est Ce n'est pas un fleuve aux éditions Métayer, et puis la réédition des Jeunes mortes aussi chez Métayer. Merci à Claudine pour la traduction. Alors restez là. Alors vous allez être partagés, parce que d'un côté, il faut rester là pour la remise du prix Ouest France étonnant voyageur. Les jeunes sont en délibération, ils ne vont pas tarder, ils sont là déjà, donc ils ont fini leur délibération. Ils ont choisi entre Frédéric Deguel, Joris Giovannetti, Delphine Grouez, Vincent Maillard et Mine Tranoui, leur livre préféré qui va être le prix Ouest France étonnant voyageur, dont je vous rappelle qu'il est
donné par un jury de jeunes, hein, de 10 jeunes lecteurs passionnés à partir d'une sélection d'œuvres faites par des écrivains. Donc d'un côté, il faut rester là pour assister à cette remise de prix, et de l'autre côté, il faut aller en même temps, hein, vous débrouillez comme vous voulez, au Salon du Livre pour les dédicaces avec les auteurs qui sont là. Donc, je sais pas, 1 sur 2, vous envoyez quelqu'un, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, allez au Salon du Livre pour retrouver les auteurs et autrices du salon. Merci à tous et à toutes.